Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralebia pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité et vos retours en ce samedi. Nous allons revenir sur une partie de l'actualité qui a dominé l'Algérie notamment. Nous reviendrons sur les sorties notamment du Premier ministre et de ce Conseil des ministres. Avec nous pour en parler ce soir, Kamel Mortefi au Canada, militant politique. Bonsoir. Bonsoir à notre ami invité, bonsoir aux auditeurs de Maghrébien. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. Analyste politique, spécialiste des questions internationales. Il est avec nous ce soir. Gamal Abina, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde ainsi que l'invité. Merci infiniment. L'actualité, en tout cas, qui domine aussi la rédaction. Nous sommes vraiment sous le choc, très très touchés. On a une pensée ce soir pour notre ami, d'abord notre frère, grand professionnel, un ami. Nous le côtoyons tous les jours depuis plusieurs années. On a une pensée très forte ce soir encore pour Athman Sabek, que vous connaissez, qui est au rendez-vous régulièrement au sein de la chaîne, notamment Al-Omr, qui fait un travail important au sein de la rédaction. On a une pensée pour lui suite à la disparition de sa fille à la fleur de l'âge, à peine 30 ans, donc qui nous a quittés hier. On voulait aussi vous remercier. Vous êtes très très nombreux à vous exprimer sur les réseaux sociaux, à transmettre des messages, et on vous remercie pour ça. On a une pensée pour sa famille, pour Athman bien évidemment, pour les parents, les proches, Allah yarhama, que Dieu l'accueille et l'accompagne dans son vaste paradis. Voilà, on est vraiment très touchés. Ce sont depuis hier soir, nous vivons des heures très très douloureuses et très très difficiles. Je crois que la chose la plus atroce et la plus douloureuse, c'est la perte d'un enfant. Il était très proche de sa fille qui l'aimait énormément, et c'était réciproque. Cher Athman, on t'embrasse bien fort, et vraiment on a une forte pensée pour toi au nom de toute l'équipe, des équipes de la rédaction, des journalistes, des équipes qui travaillent dans l'ombre aussi. Ils sont très nombreux, les techniciens, au niveau de la rédaction de Paris, mes confrères à Paris, les techniciens à Paris, et puis toute l'équipe. Vraiment, on pense fort à toi, à toute ta famille, ton épouse, et on a une forte pensée pour ta fille. Voilà, paix à son âme. L'actualité aussi au niveau des disparitions cette semaine, c'est le militant à l'âge de 83 ans, on en a longuement parlé bien évidemment, le Moudjahid Mouhoub Benaït Maouch, 83 ans, qui nous a quitté mercredi matin du côté du 14e arrondissement à Paris. Militant, membre actif de l'ALN, il a milité toute sa vie pour la démocratie. Membre fondateur du FFS, il était très proche de feu Hossein Aït Ahmed. Les causes justes, la démocratie, jusqu'au bout. Il était présent avec nous dans le cadre de nos plateaux pour avoir une autre Algérie, une Algérie libérée. Encore dernièrement, il disait que les élections ne servent à rien tant que le peuple n'a pas accès à une démocratie. Kamel Mortefi, je vais commencer par vous. Peut-être quelques mots sur ces personnes, ce militant qui nous quitte aussi avant d'entrer dans l'actualité politique, j'ai envie de dire, ce soir. Effectivement, c'est douloureux de perdre quelqu'un de sa famille, c'est douloureux de perdre surtout une jeune fille comme la fille de notre ami Athman, votre collègue de Maghrébia. Je lui exprime mes sincères sympathies, mes sincères condoléances à lui et à sa famille. J'espère qu'il va se retrouver, il va doubler de courage pour accepter le sort. C'est la nature qui nous fait ça. Nous sommes tous nés pour mourir un jour, mais quand quelqu'un profite de la vie, on peut dire qu'il a fait sa vie et il est parti. Mais quand il lui reste encore, il est jeune, c'est pas facile d'accepter la perte, mais il faut du courage, et je lui souhaite beaucoup de courage à lui et à sa famille. Nous avons aussi un autre militant que nous avons perdu, un militant qui a côtoyé le feu Hossein Ahmed, celui
un militant qui a été de tout temps, d'après les témoignages des amis, des militants, camarades en politique qui le connaissaient. C'est quelqu'un qui n'a jamais baissé les bras, c'est quelqu'un qui a toujours porté l'idéal qu'ils ont, pour lequel ils se sont sacrifiés durant le mouvement national à ce jour, et le rêve n'est pas encore réalisé. J'espère que nous aurons la force, nous aurons le courage de continuer leur combat et d'honorer leur mémoire. Et c'est ça, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici. C'est pour dire que nous n'allons jamais cesser ce combat-là jusqu'à ce que l'Algérie soit libre et démocratique et que le peuple retrouve sa pleine liberté, la démocratie pour laquelle il a chassé le colonialisme français, pour laquelle des milliers d'Algériens se sont sacrifiés et morts. Et je souhaite, je présente mes sincères condoléances à sa famille, à toute la famille politique aussi, sa famille politique. Et je dirais que nous avons perdu une mémoire. Moulid Maamri disait que chaque vieux qui part, c'est une bibliothèque qui brûle. J'espère que à son âge, 83 ans, il a transmis son histoire, il a transmis ce qu'il a vécu à la prochaine génération. Oui, je voulais vous entendre aussi là-dessus parce que ce qui est positif, alors effectivement, il a donné sa vie à la liberté, à la démocratie, mais encore une fois, on voit depuis mercredi, voilà, ce sont des centaines et des centaines de messages en France, d'ailleurs au Canada aussi. Il y a des messages qui arrivent du Venezuela, je crois, des États-Unis, de l'Algérie, bien évidemment, du Maghreb. C'est quand même quelqu'un qui laisse un réel héritage. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont exprimés, aussi des jeunes qui font partie de ce mouvement, de cette révolution. C'est aussi ça, la force de ces grands personnages, de ces symboles, comme on dit, qui laissent un héritage du militantisme, notamment pour les libertés et la démocratie. Et c'est ça le point commun de tous les militants, malgré qu'on diverge sur le plan des idées, mais nous avons un seul point commun, c'est celui du sacrifice. Nous nous sacrifions pour nos idées, pour quelles que soient les idées, mais qui poussent vers le bien, chacun comment il voit le bien, chacun comment il voit la solution, mais le fait qu'on est convaincu d'une solution qui va apporter du bien pour la société, pour le peuple, nous sommes convaincus, nous nous sacrifions, donc c'est le sacrifice qui est le point commun à tous les militants, malgré la divergence au niveau idéologique, au niveau d'idées, au niveau de la vision politique. Merci infiniment pour ces quelques mots pour rendre hommage notamment Moudjahid, donc Del Mouhoub. Nate Maouche, d'ailleurs, il y a une veillée demain soir si vous habitez à Paris dans les locaux de nos confrères de BR TV, donc du côté de Montreuil, voilà, en Seine-Saint-Denis. Gamal Abina, on en parlait aussi tout à l'heure, vous êtes aussi très très touché par la disparition de la perte de la fille de notre ami, de mon ami confrère Atman Sabeg, et puis aussi le Moudjahid Al-Mouhoub, c'est quelqu'un pour vous aussi, vous me le disiez encore tout à l'heure, qui a inspiré, qui inspire toute une génération, mais qui s'est donné depuis des décennies pour le changement, pour la lutte des causes justes. Tout à fait, Allah Rahma pour la fille d'Ahmed, parce que franchement c'est effectivement très dur, c'est atroce de perdre un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses, hein. On attend toujours de partir avant son enfant, c'est normal. Donc une pensée pour évidemment toute la famille et puis Allah Rahma pour ce grand militant qui est un militant qui a commencé très jeune pour la révolution puisqu'il n'avait pas 20 ans, un militant qui s'est toujours battu les armes à la main puisqu'il était à la LN, c'est quelqu'un qui a compté pour l'histoire de l'Algérie, qui a compté jusqu'au bout puisqu'il ne s'est jamais arrêté. Après il a rejoint la FFS, il a une lutte âpre pour les questions de l'expression populaire et de la démocratie, et de ce point de vue-là, il n'y a pas à déroger, tout comme Aït Ahmed et d'autres grands militants. Il a fait le travail, il a laissé une empreinte durable, il fait partie pas des shahids, mais des moudjahid, des gens qui ont combattu et qui ont combattu jusqu'au bout pour la réussite de notre nation, et plus de 65 ans quasiment de combat ininterrompu. On ne peut que rendre hommage à une telle longévité dans le combat et une telle honnêteté dans cette façon de se maintenir droit dans ses baskets par rapport à une Algérie qui veut être forte, qui veut être libre, qui veut être indépendante, mais surtout parce que quelqu'un qui pense à l'Algérie en termes d'une nation une indivisible et une nation à laquelle évidemment il était attaché. Merci, messieurs. On ouvre donc l'actualité politique. Kamel Mortefi, on en parlait il y a déjà une
une bonne dizaine de jours de l'arrivée de ce nouveau Premier ministre. Gamal Hamida, d'ailleurs, vous allez me répondre un peu aussi sur la forme. C'est très particulier. On commence par peut-être cette question qui va nous donner un peu aussi la tendance, la température de cette émission ce soir. Un Premier ministre qui arrive, Nadir Rabawi, donc après le départ d'Ayman Ben Abdelrahman, Kamal Mortefi, c'est particulier en Algérie. D'abord, je crois que c'est 4e Premier ministre, pas mal de changements côté d'Abdelmadjid Tebboune, président algérien, mais la particularité, avoir un peu votre avis à tous les deux, un Premier ministre qui arrive, mais aucun remaniement, on en parlera dans une deuxième partie, alors que le président de la République demande une accélération des décisions. Comment peut-il travailler? Comment on explique qu'un Premier ministre, ancien diplomate, arrive, aucun remaniement, aucun changement? Le changement, je l'ai déjà dit sur cette chaîne dans une précédente émission. Le changement, il est au niveau de la tête du gouvernement. Et ils ont changé le Premier ministre. Et selon la Constitution algérienne, le Premier ministre dans l'actuel gouvernement, il n'a pas les prérogatives d'un chef de gouvernement, parce que le gouvernement il est ici soi-disant dans la majorité présidentielle. Il n'y a pas de majorité présidentielle déclarée, mais nous avons au sein du Parlement des partis de la clientèle du système, donc les partis inféodés au système, qui ont soi-disant qui soutiennent le président. Ils ont donné quelques partis, qui chacun un ministre ou deux, mais l'ensemble des ministres qui ont été choisis, c'est des hommes du président, enfin, de la direction collégiale au niveau de la présidence. Donc, ils ont changé. Ça veut dire que c'est un Premier ministre qui n'a pas les pouvoirs. Mais contrairement, dans la même Constitution, quand il s'agit d'un gouvernement issu d'une majorité parlementaire, d'un parti qui est opposé au président, qui n'est pas dans le même parti, qui n'est pas dans le même courant politique que le président, la majorité parlementaire a le droit de choisir son gouvernement et de choisir son chef de gouvernement. Donc le président n'a pas le pouvoir de nommer. C'est ce qui n'arrivera jamais avec ce système, parce que c'est un système qui ne laissera jamais une majorité au Parlement désigner le président, désigner le gouvernement, sans que le président n'ait à décider du choix. Donc nous avons un Premier ministre sans pouvoir. C'est un facteur. Il joue la courroie de transmission entre les ministres et le président. Donc il n'a aucun pouvoir sur les ministres, il s'agit c'est un coordinateur, et puis voilà. Pourquoi on a changé l'actuel Premier ministre par Ayman Abdelrahman? Parce que Ayman Abdelrahman, c'est un technocrate. On a essayé de jouer sur son image pour capter la confiance du peuple et essayer de capter la sympathie du peuple. Vu que le président n'arrive pas à la capter, ils n'ont pas réussi. Ayman Abdelrahman, tel qu'il paraît, c'est un bonhomme très... Vous dites, d'ailleurs, il y a une question qui se pose. Est-ce que ce changement, c'est la vision 2024, essayer un peu de se redorer le blason à travers l'opinion publique? Mais pourquoi se séparer d'Ayman Ben Abdelrahman, qui a tout de même une position politique et qui est au sein du pays en termes au niveau de ses activités politiques plus important? Enfin, le nouveau Premier ministre est un diplomate. C'était plutôt quelqu'un quand même qui était un peu dans les coulisses, qui a été ambassadeur à travers plusieurs pays. Il est pas connu, il a pas l'impact, il n'a pas assez d'impact pour, comme vous le dites, éventuellement retrouver un peu la confiance du peuple et permettre peut-être à Abdelmadjid Tebboune de regagner un peu confiance et de rétrécir ce fossé qu'il y a entre le peuple et le pouvoir. Et c'est un gouvernement, c'est un pouvoir qui s'adapte, il gère au jour le jour. C'est un pouvoir qui n'a pas de vision à long terme. Donc, il voit le débat comment au niveau de la scène médiatique, surtout à l'étranger, et aussi les quelques médias qui sont opposés à lui au niveau national. Il parle des réalisations du président. C'est-à-dire qu'en termes de bilan, il y a rien, c'est zéro. Donc, comment maintenir le débat sur les réalisations
attention sur les projets qui n'arrivent pas à décoller, alors que ils n'ont rien à offrir. Donc la seule chose qu'ils peuvent offrir, c'est de dévier le débat sur le fond et le ramener sur la forme. Donc au lieu de laisser le débat tourner autour des réalisations, autour de la crise économique, autour des chantiers qui n'arrivent pas à démarrer, on va essayer de tourner le débat autour maintenant du gouvernement. Pourquoi changer la tête du Premier ministre? Pourquoi l'Arbaoui? Pourquoi pas Ayman Abdelrahman? C'est pas les personnes qui importent. C'est pas les personnes. Nous avons vu à travers l'histoire de l'Algérie, nous avons changé pas mal de gouvernements, nous avons changé pas mal de ministres, pas mal de premiers ministres, mais les choses restent telles qu'elles sont et elles ne bougent pas. Parce que il n'y a pas de changement profond, il n'y a pas d'environnement favorable pour amorcer ces changements-là. Donc, l'Arbaoui, il est venu, c'est pour justement apporter une autre image pour essayer de gagner la sympathie du peuple, comme je l'ai dit, autour de la personne, de l'histoire de cette personne-là qui était un ancien handballeur. Déjà, on a commencé à bricoler au niveau des médias pro-système, à construire cette image autour de l'ancien handballeur qui a réalisé des prouesses. Comme je l'ai dit, le peuple algérien n'attend pas un handballeur pour mettre des ballons de handball dans la marmite chaque soir. Et on ne peut pas cuisiner des ballons de handball. Il faut offrir une vision économique, il faut offrir une vision qui va rendre l'espoir au peuple. Mais ça, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, donc ils détournent le débat sur le fond, et ils le ramènent sur la forme. On va rester maintenant à maintenir le débat autour des deux personnes. Mais les deux personnes ne peuvent rien faire, comme je l'ai dit. Ils ne peuvent pas réaliser un changement parce qu'il n'y a pas de vision. Ils disent que nous sommes en train de concrétiser de réaliser le programme du président. Qui peut me dire aujourd'hui c'est quoi le programme du président? Il n'y a pas de programme. Ce sont ils parlent de 57 points. On parle de 57 points. C'est des promesses sans fondement. Voilà. Très bien, on y revient dans un instant. Gamal Abina, vous exprimez aussi beaucoup dans le cadre d'élections, un peu à travers, notamment sur des élections européennes, mais aussi en Afrique, dans le cadre de vos éditos, en cadre de différents plateaux télé. Pourquoi pas ce nouveau Premier ministre en Algérie, mais pas de remaniement? Et on comprend maintenant depuis quelque temps qu'il y a des directives qui sont données. D'abord, comment vous expliquez qu'Abdelmadjid Tebboune, président algérien, nomme un nouveau Premier ministre, mais que derrière, il n'y ait pas de changement, notamment sur des secteurs importants où il y a un très gros retard. Comment vous expliquez un peu cette façon de faire, cette alchimie? Est-ce que c'était vraiment Ayman Ben Abdelrahman le problème en tant qu'ancien Premier ministre? Donnez-nous un peu votre analyse sur ce changement, sans changement d'autres ministres. C'est vrai que c'est assez surprenant de voir qu'il y a une nomination d'un nouveau Premier ministre sans restructuration de tout le gouvernement, parce que quand il y a un problème avec un Premier ministre, en général, c'est l'équipe qui l'a amené qui doit être changée ou modifiée pour partie. C'est pas le cas aujourd'hui. Bon, je sais pas ce que ça va donner. On sent qu'il y a une élection qui approche. On sent qu'il y a besoin de donner des gages à la population algérienne. On sent qu'il y a une nécessité de réformes structurelles qui peut-être sont en train d'être mises en place. On verra ce qui se passera plus tard. On sent qu'effectivement l'exécutif et la direction de l'État, c'est un peu un partage de pouvoir un peu déséquilibré, peut-être. Je sais pas, je pourrais pas en dire plus que ça, parce que c'est vrai que 4 premiers ministres, ça rappelle un peu l'ère mitterrandienne à l'époque, où lorsqu'il y avait des difficultés, où on annonçait les difficultés à venir, il fallait trouver soit des lampistes ou soit des gens qui, à la place du président, rendent des comptes. Alors c'est vrai que la question en Algérie de cette constitution donne quand même un pouvoir assez élargi à la présidence, un pouvoir plutôt réduit au Parlement et au gouvernement, mais est-ce que ces changements en cascade garantissent une stabilité? J'en suis pas certain. Une chose est certaine, c'est que l'Algérie se recherche aujourd'hui et que, comme beaucoup de régimes présidentiels à travers le monde, en règle générale, ce qui suit les plâtres, c'est plutôt le gouvernement. Donc c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi pas de changement des autres ministères, c'est étonnant, et en même temps, c'est peut-être une question simplement de rapport d'homme à homme, de rapport d'inimitié, tout simplement. Peut-être qu'il n'y avait pas un bon rapport entre le Premier ministre et le président. La présidence s'engage sur une longue campagne présidentielle, on l'imagine. Le Premier ministre était là plutôt pour faire une passation de pouvoir, entre guillemets. On l'a déjà vu sous Macron, par exemple, donc je pense peut-être que c'est ça la stratégie. Maintenant, je ne vous dirais pas que ça marche ou ça marche pas. Seul l'avenir nous dira, mais ce qui est certain, c'est que c'est vrai que le fait qu'un seul homme soit sorti du gouvernement, peut-être donne des signes d'un autre problème qu'une simple restructuration gouvernementale qui serait liée, soi-disant, à une refonte de la politique algérienne.
Le Premier ministre donc a présidé à cette réunion de ce Conseil des ministres, une réunion du gouvernement où plusieurs secteurs ont été examinés. Notamment, il a rappelé les hautes directives et instructions données par le président algérien, notamment en ce qui concerne l'impératif d'accélérer la mise en œuvre de certaines décisions, notamment à caractère social, le pouvoir d'achat, l'éducation. Il y a pas mal de retard apparemment selon le président algérien. Voilà, il rappelle clairement la nécessité d'intensifier les efforts en vue d'accélérer la concrétisation des engagements donc pris par le président algérien. Vous en parliez à l'instant, Kamel Mortefi. Ça va être le moment effectivement d'y revenir, et l'accent notamment sur l'importance d'une coordination entre les différents secteurs. Gamal Abina, je vous garde encore. Le président algérien, il constate qu'il y a du retard depuis 4 ans, que les choses n'avancent pas. Il change de premier ministre. Comment on peut demander, en l'espace de quelques semaines maintenant, avant 2024, de faire accélérer les choses, des choses qui sont restées, qui stagnent depuis maintenant 4 ans. Après, selon les analyses, bien sûr, certains trouveront des choses plus ou moins positives. Mais encore une fois, sans spécialement faire bouger les codes, les personnes, donner d'autres précisions, donner des éléments précis, peut-être comment travailler avec une échéance, avec des objectifs. Et encore une fois, pas de changement de personne non plus. Tellement avoir une lecture négative, même si il y a des choses qui vont pas. Mais je dirais simplement, c'est que sur un plan macroéconomique, l'Algérie va très bien. C'est que les caisses sont pleines, il y a des réserves de change à presque 90 milliards de dollars, pas d'endettement, la croissance semble tirer à la hausse entre 4 et 5 points. Donc sur un plan macroéconomique, strict sensu, ça va bien. Sur le plan microéconomique, il y a des réformes lourdes qui doivent être conduites et qui ont du mal à être conduites. Alors j'ai envie de dire qu'on ne parlera pas de 4 ans, parce qu'il faut quand même être honnête sur un point, le monde entier a été frappé par le mal qu'on connaît tous, le Covid, qui a donc déstructuré littéralement, quelles que soient les actions du gouvernement dans le monde entier, ça a tout déstructuré, ça a ralenti littéralement les économies du monde entier. L'Algérie n'y a pas fait évidemment exception. Et donc on peut penser que il n'a eu que 2 ans de direction, mais encore une fois, comme on dit que Rome ne s'est pas fait en un jour, ou Paris, eh bien il faut du temps pour restructurer. Et je suis pas certain que le fait de changer à chaque fois 2 ministres pour lancer des réformes structurelles apporte peut-être des éléments positifs. Alors je suis pas vraiment dans le secret, j'ai pas tous les détails de ce qui se passe, mais il n'en demeure pas moins que sur une période de 2 ans, il y a eu un travail qui a été fait, des choses qui ont été abouties malgré tout, d'autres qui n'ont pas abouti. Moi, j'ai envie d'être positif, comme je vous dis, en ce qui concerne la diaspora, tout de même, on peut quand même mesurer qu'il y a une volonté affichée, on verra si elle se transforme dans les faits, de vouloir tendre la main à la diaspora, qui est essentielle pour aider l'Algérie. On sent bien qu'on a de la qualité à l'extérieur et que la coordination entre les qualités externes et internes pourrait faire effectivement de vraies avancées pour le pays. Donc je pense que cette initiative est positive, si elle est vraiment ouverte. Je pense qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Maintenant, il y a un chantier énorme qui attend l'Algérie, parce qu'effectivement, elle a été littéralement bloquée pendant 30 ou 40 ans. Donc il va falloir revoir ça. Il y avait des tentatives à l'époque qui ont abouti. J'espère que les relances économiques seront au rendez-vous. Est-ce que vous pensez que sur le système, certains parlent de crise politique, c'est pour ça qu'on se pose un peu ces questions peut-être de cohérence entre un président qui nomme un premier ministre, qui se réunit à plusieurs reprises physiquement au téléphone, quel remaniement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui un peu que le fonctionnement politique, le système politique, le projet politique économique de l'Algérie, comment elle fonctionne? Est-ce que vous pensez que il y a de bonnes bases pour que les dossiers avancent et que les projets se construisent? Parce qu'effectivement, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, disait clairement que les 54 engagements ont quasiment été totalement réalisés. On se pose même la question vu l'état du pays, mais voilà, peut-être en 2 minutes avant de retrouver Kamel Mortefi, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le système politique, l'organisation politique, les institutions, les directives, la cohérence entre les personnes, est-ce que tout ça, ça tient la route pour que les projets, les engagements soient concrétisés et les réalisations?
Vous savez, l'Algérie, ça fait longtemps qu'elle doit être réformée, c'est long. Sur le plan bancaire, par exemple, on est très en retard, donc il y a beaucoup de choses qui doivent être réformées. Mais j'ai envie de dire que la problématique qui se pose, c'est deux problématiques. Une idéologique. En 70, on était plutôt dans un régime qui serait socialiste, à tendance communiste, qui voulait absolument que l'État chapeaute, même sans être totalement communiste, puisque le secteur privé existait. Dans les années 80, c'était l'ultralibéralisme qui a commencé à s'installer, c'était catastrophique, avec la privatisation des sociétés les plus importantes algériennes qui ont coulé. Et dans les années 2000, on est reparti vers le relance restructurelle de l'Algérie. Donc les plans de restructuration, tout ce qui est infrastructure, routes, autoroutes, aéroports, qui ont été mis en place et qui portent leurs fruits. Donc là-dessus, effectivement, avec la chance d'un pétrole élevé, on bénéficie à plat de la possibilité de faire au moins ces chantiers. Aujourd'hui, c'est une réforme économique en profondeur avec l'idée de ce qu'on appelle, j'appellerais ça la chaîne de commandement. Qui fait quoi et comment il le fait. Et la problématique en Algérie, c'est que au-delà même d'une volonté affichée qui peut exister, c'est vrai que l'information a du mal à circuler, le commandement n'est pas forcément efficace et c'est ce qui pose peut-être problème. C'est-à-dire que de la tête de l'État à la base, il y aurait peut-être beaucoup de choses à revoir parce que les décisions sont longues à prendre, les réformes sont difficiles à installer et les mentalités restent malheureusement figées. Donc je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que l'Algérie revoie un modèle économique qui lui est propre et fasse en sorte que les gens soient responsabilisés, que le numéro 1 soit un bon numéro 1 et que le numéro 24 soit un bon numéro 24. C'est là qu'on doit revoir les choses et penser surtout à la valeur travail. Il faut relancer l'idée de la valeur travail, les Algériens en sont capables. Donc c'est ça qui pose problème. Après, les structures administratives restent rigides, lourdes et doivent être réformées impérativement. Merci. Kamel Mortefi, peut-être même question en prenant de la hauteur. Vous parlez d'ailleurs du handball tout à l'heure. Une bonne équipe sportive, c'est aussi un bon projet sportif, donc il y a une bonne orientation politique sportive avec le staff technique derrière, le recrutement, enfin que tout ça, ça travaille ensemble. D'un point de vue général, on parle d'instabilité politique, on parle d'un degré d'illégitimité aujourd'hui. On a vu les dernières élections, le référendum de la Constitution, les communales, notamment le 27 novembre 2021, et puis le 12-12 2019, j'en parle même pas puisque les urnes étaient quasi vides. Comment vous voyez un peu la stabilité politique du pays, puisque la question qu'on se pose ce soir, c'est un peu la cohérence entre un président, un premier ministre, peut-être des équipes, les personnes qui dirigent réellement. Est-ce que la question, elle n'est pas là un peu, la stabilité politique, le projet politique? On peut pas déconnecter la situation actuelle de ce qui de l'étape de la période de l'ère de Bouteflika, parce que si on essaie de regarder la situation économique avant le 22 février 2019, avant que Gaïd Salah n'entre en scène pour jouer le premier rôle. On avait des entreprises qui travaillaient, malgré que c'est des entreprises qui appartenaient à des oligarques, à des hommes et des femmes corrompus qu'ils ont mis en prison. Nous avons eu des emplois qui étaient là, les gens gagnaient leur vie, dépensaient les importations. Il y avait un semblant d'économie qui fonctionnait quand même. L'Algérien, il vivait. Je dirais pas que c'était la Suisse, je dirais pas que c'était le modèle économique le plus parfait, mais il y avait quelque chose. Mais regarde, le même système qui existe actuellement, c'est le système qui a mis Bouteflika à l'écart. Ils ont mis des généraux, des oligarques en prison, ils ont déstructuré, ils ont dissous des compagnies, ils ont mis des familles dans le chômage. Ils sont responsables de cette catastrophe. Où sont-elles ces entreprises de Ali Haddad et des autres? Une bonne transition, si on avait fait une transition à l'époque, on aurait tenu compte de tout ça. On aurait mis ces entreprises-là sous protection, garder les emplois, voir celles qui sont rentables, soit les vendre, soit injecter de l'argent, mais maintenir l'emploi, maintenir la production, maintenir l'activité économique et passer au travers des crises. Même si on peut citer la convalescence du président et le Covid, ce ne sont pas des raisons pour justifier l'inaction. Parce que l'État ne repose pas sur un seul homme. C'est impossible. Regardons à travers nous, dans le monde entier. Quand un président est malade, le gouvernement est opérationnel, l'administration fonctionne, les entreprises ne baissent pas les bras, tout le monde travaille. Mais le président, il est là, on le rassure, on lui fait des comptes rendus. Et c'est fonction parce que l'Algérie... Pardon ?
Dans le même sens, peut-être, pour poursuivre un peu votre réflexion, ce qui est particulier aussi, c'est que on a beaucoup de mal à avoir d'éléments. On n'a quasiment pas d'éléments sur les budgets, comment les budgets ont été utilisés. Alors les projets de loi de finances, effectivement, s'accumulent chaque année, mais on a très peu de statistiques un peu sur les investissements dans l'éducation, la santé, les réalisations. Effectivement, ce sont des vastes mots comme ça qui sont envoyés, mais on a aussi cette problématique où le peuple algérien ne voit pas réellement où va son argent, à moins que vous en ayez des éléments, bien évidemment. Vous savez que le développement économique, il est consubstantiel à la bonne gouvernance. Ils sont inséparables. Il n'y aura pas de développement économique sans bonne gouvernance. Par bonne gouvernance, on entend une justice indépendante, on entend le respect des valeurs démocratiques, on entend le respect de la liberté d'expression. Parce que si on ne laisse pas la presse s'exprimer, si on ne laisse pas la presse rapporter, avoir accès à l'information, vérifier les budgets, informer le peuple, informer les investisseurs. Nous n'avons pas juste la presse qui est politique, nous avons la presse économique, nous avons la presse qui des spécialistes dans les médias qui scrutent les gouvernements, qui scrutent les programmes, qui scrutent les entreprises, qui rapportent, qui analysent, qui critiquent. Et tout ça, ça enrichit, ça crée une littérature, ça crée un débat et ça enrichit tout le monde. Donc, ça fait partie de la bonne gouvernance. Quand on assure la bonne gouvernance, le développement économique, il est là automatiquement. Mais en Algérie, il n'y a pas de bonne gouvernance, il n'y aura pas de développement économique. Comme je l'ai dit, le problème du pouvoir algérien, il a tergiversé pendant 4 ans pour nous lancer un effet d'annonce, maintenant, créer un effet d'annonce à l'approche des élections présidentielles. C'est simplement de l'esbrouf pour séduire le peuple et dire « Injazat ta'raïs ». Ils sont bloqués, c'est un président. Tebboune, c'est un président à ambition minimum. Et son ambition, il se limite à remplir le ventre de l'Algérien avec un minimum pour qu'il n'ait pas mal au ventre. C'est tout. Et l'Algérien, son ambition, c'est pas ça. L'Algérien, il est maintenant branché sur le monde entier. Il sait ce qui se passe aux États-Unis, sait ce qui se fait au Maroc. Au Maroc, à côté. Le Maroc qu'on essaie de mépriser à travers les communications officielles, il est mieux que nous. Arrêtons de dire n'importe quoi. La Tunisie, malgré qu'il vit une crise, en Europe, l'Algérie n'a rien à offrir. Et là, heureusement, si on tient debout aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des patriotes qui travaillent dans l'administration. Il y a des Algériens qui croient à la réussite dans le secteur privé. Et c'est ça qui maintient actuellement cette petite image rassurante pour les gens qui sont à l'intérieur. Mais sinon, nous ne pouvons pas parler de gouvernance en Algérie. Nous avons un président inapte sur tous les points, qui partage son pouvoir avec la junte militaire. Donc, comme je le disais, Bouteflika, il a refusé d'être un Traoré président, mais lui, il est en train de jouer le rôle d'un 100e président parce que c'est une direction collégiale. On envoie le président sur les plateaux de télévision pour annoncer des bêtises. C'est de la stupidité quand on parle des start-up algériennes qui fabriquent des satellites. Est-ce que l'Algérie est capable de fabriquer des satellites? Si on fabrique des antennes UHF, ce ne sont pas des satellites, ce sont des antennes télévision. Donc, regarde les mensonges, la façon de communiquer d'un président. Donc, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas les dossiers. C'est ce que je veux dire. Voilà. Merci, restez avec nous. Gamal Abina, pareil, vous exprimez beaucoup sur des questions internationales à différents niveaux, à différents États, peu importe d'ailleurs leur politique, un royaume, démocratie, républicain. L'Algérie, aujourd'hui, vous la situez comment? On a l'impression tout de même que peut-être c'est un pays qui a envie toujours de garder ce parti unique. Lundi, Mohamed Lagab, donc ministre de la communication, notamment, il s'est exprimé à l'issue de cette loi qui a été adoptée par l'APN, notamment sur la promotion du paysage médiatique, mais encore une fois ici, personne
s'est exprimé sur cette loi. Une nouvelle fois, le militant Karim Tabo a été victime, notamment de vandalisme autour de ses biens pour la énième fois. Pareil, il y a aucune réaction. Troisième jeudi de grève dans la Arvaniatiratan avec plusieurs communes autour, suite notamment aux personnes qui sont accusées derrière les barreaux suite à l'assassinat de Jamel Ben Smaïl. Pareil, grève, aucune réaction. Donc je reviens sur un peu ce pouvoir. Notamment en 91, il y avait la possibilité de cette ouverture, de cette démocratie. Alors on adhère pas, mais le FIS avait gagné ce premier tour des législatives. D'ailleurs, cette semaine, on en a parlé, c'était aussi le 22 novembre 99, la disparition du militant Abdelkader Chani. Comment vous voyez ce pays aujourd'hui? Certains parlent d'un État autoritaire, pour certains c'est la dictature, pour d'autres c'est un pays qui n'a pas envie de s'ouvrir. Il n'y a pas de débat en Algérie, il n'y a aucun parti politique, il n'y a pas d'opposition. Comment vous situez les choses? Je crois que c'est la clé vraiment de l'ouverture pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, je dirais pas que c'est une dictature, ce serait idiot, parce que c'est une dictature, c'est extrêmement dur, il y a aucune liberté tout court, hein. En Algérie, il y a quand même la possibilité de s'exprimer, même s'il y a des répressions qui peuvent arriver, mais c'est pas une dictature, il y a un certain autoritarisme, effectivement, l'État algérien est un État qui s'inspire. C'est intéressant que vous dites, voilà, en vue de hauteur, et on le rappelle toujours, hein, vous n'êtes pas un militant, comme, voilà, c'est bien d'avoir un peu tous les profils. Quand vous dites, il y a une sorte de liberté tout de même, pour qui, dans quel cadre? Je vous ai donné quelques exemples où les gens ne s'expriment pas, même d'ailleurs l'Assemblée, il n'y a pas de débat imaginez-vous en France, troisième jeudi de grève dans un village en France parce que les gens ne sont pas d'accord qu'il y ait des jeunes emprisonnés aujourd'hui. Vous imaginez tous les plateaux télé que vous connaissez, quand vous dites il y a tout de même une certaine liberté, laquelle par exemple? Il y a un peu plus de liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une fermeture de tous les médias. Maintenant, une chose est certaine, prends l'exemple, la France c'est pas un bon exemple parce que c'est comme tout à l'heure le Maroc, c'est pas les bons exemples parce que c'est des pays qui ont des problématiques différentes. Mais simplement pour dire que, je prends l'exemple par exemple de Rachid Nekaz, qui a failli faire 20 ans de prison, ils l'ont lâché assez rapidement. Si ça avait été une dictature dans le sens le pire qui soit, il ne serait jamais sorti. Au Maroc par exemple, on a un homme qui s'appelle Zabzafi qui a réclamé... Comment? Ou même des négociations. Oui, il y a des négociations, mais ça veut dire qu'il y a des ouvertures possibles. C'est pas fermé totalement. Prends l'exemple du Maroc, par exemple, il y a un malheureux qui s'appelle Zafi, qui avait manifesté dans le Rif uniquement pour des questions sociales. Il a pris 20 ans de prison, il est toujours en prison. Donc, on peut pas comparer un pays qui est rentier, comme l'Algérie, qui a du pétrole à pu finir, avec un pays comme le Maroc, qui dépend totalement de la France ou de l'Espagne. C'est un pays qui est sous dépendance économique parce que c'est un pays qui a pas de richesse, malheureusement, très peu. La Tunisie sera un meilleur exemple. Et j'aime bien comparer avec la Tunisie parce que la Tunisie, sa réussite, bien qu'elle ait des difficultés économiques aujourd'hui, est extraordinaire. C'est un pays dont le taux d'alphabétisation est à 100%. C'est un pays qui a diversifié sa production industrielle. C'est un pays qui maîtrise la haute technologie, donc c'est un pays qui a vraiment des qualités dont l'Algérie pourrait effectivement s'inspirer. Mais la question que vous évoquez, c'est celle de la... Comment ? Je ne l'ai pas spécialement comparé. Je sais qu'avec vous, voilà, on apprécie aussi échanger comme ça à bâton rompu. C'est pas spécialement une comparaison avec la France, mais voilà, il y a plusieurs éléments aujourd'hui en Algérie qui nous permettent peut-être de comprendre qu'il y a qu'une seule voix, qu'un seul parti, qu'une seule expression. Voilà, c'est l'omerta à tous les niveaux. D'où cette question un peu régime autoritaire ou pas. Est-ce que Abdelmadjid Tebboune a réellement envie d'une démocratie, a réellement envie de voir les gens courir dans les urnes en 2024? Vous me permettez cette introduction juste rapidement pour apporter de l'amboulin à notre ami sur le plan économique. En parlant de l'économie, la liberté d'expression n'existe pas. Le journaliste de Chorour qui a rapporté le cas des dates contaminées par des substances toxiques, il s'est retrouvé en prison. Il est présentement en prison. Donc la liberté d'expression sur l'échelle de 1 à 10, j'aimerais bien qu'il me dise à quel point il évalue. Moi, j'évalue à moins 10. Non, je n'irai pas jusque-là. Non, en matière de liberté d'expression, si on prend l'exemple par exemple du Maroc, la liberté d'expression en Algérie, ça apparaît étonnant, mais elle est supérieure. Parce qu'il y a plus d'expression, il y a plus de journaux, il y a plus de chaînes.
question. Mais Il pour nous reste revenir à nos moutons, justement. diplomatique. Il y a une question autour de la diplomatie. On va terminer là-dessus, mais il nous reste encore du temps. Mais sans comparer aux autres, c'est intéressant vu de votre avis. C'est vrai qu'ils sont nombreux. On aimerait dire l'inverse. Hein. Mais Hassan El-Khadi fait un papier, mais alors lambda sur les éventuelles corrélations entre l'armée, le pouvoir politique. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux. Enfin, vous voyez, c'est quand même assez particulier. Il y a beaucoup de jeunes journalistes, il y a beaucoup de réseaux sociaux, Internet. Aujourd'hui, le journaliste, c'est Internet. Dès qu'on s'exprime, il y a des problèmes. Enfin, il y a les ISTN, il y a le chanteur Oulahlou qui chante depuis des décennies, plus de 40 ans de carrière. Mais malheureusement, il n'a pas pu entrer parce que voilà, c'est un révolutionnaire. Et on rappelle que sa chanson Pouvoir Assassin, elle date depuis plus de 25 ans. 22 ans. Donc, mais Chaban, notre ami, il a raison sur un point parce que c'est pas tout le temps le pouvoir qui réprime les libertés d'expression. Il y a aussi le phénomène de l'autocensure chez nos journalistes. Il y a un manque de courage parce que si tout le monde commence à parler, le pouvoir, je pense qu'il va reculer. Mais cette autocensure assumée, il fait partie aussi de ces libertés réduites d'expression. J'aurais envie de dire un truc par rapport à ça, justement. Voilà, vous avez comparé deux régimes, la France et l'Algérie, et c'est vrai que c'est intéressant. Là, je m'enorgueillis en tant qu'Algérien, comme tout le monde sur le plateau, d'avoir vu qu'en France, il y a un mouvement social monumental qu'on a appelé les Gilets jaunes, qui a été réprimé très durement, jusqu'à avoir des morts, faut l'oublier, des estropiés, des gens qui ont été largement abîmés. En Algérie, on a eu, et c'est là où je suis très fier d'être algérien, des millions, pas des milliers. Les Gilets jaunes, c'était des milliers de personnes. Des millions de personnes sortir, manifester avec une intelligence remarquable et pour laquelle il n'y a pas eu ces moments de violence extrême. Donc là-dessus, c'est en cela que je dis, j'ai de l'espoir pour l'Algérie parce que l'Algérie est devenue un pays mature. On n'est pas tombé dans le piège de 88 où l'armée a massacré la population. Aujourd'hui, on est dans un peuple éduqué qui veut le mieux pour lui et il y a beaucoup, ça a été dit d'ailleurs par Kamel à l'instant, il y a beaucoup d'Algériens, des nationalistes qui aiment leur pays, qui travaillent pour que ça se passe bien. Donc c'est dans cette logique que je m'inscrirais. Je suis moins obsédé par la question du pouvoir, parce qu'en Chine, par exemple, c'est une dictature, on le sait. Pour autant, la Chine est une des économies les plus brillantes au monde. Donc, la question qui se pose, c'est le droit, et là, je rejoins tout le monde là-dessus, c'est le droit individuel. C'est faire un état de droit pour que le peuple soit bien traité. Et ça me paraît essentiel. Mais il faut que les dirigeants soient éclairés. Et ces questions-là, que Montesquieu avait abordées en son temps, est une question essentielle. Le despote éclairé peut être une solution de transition pour arriver vers une vraie démocratie. Peut-être que c'est ça. Je dis pas qu'il le faut à tout prix, mais ce qui est important, c'est que le peuple soit protégé en termes de droits individuels. Question diplomatique pour terminer avec vous deux, mais qui est liée aussi un peu à ces questions de stabilité aussi politique. Certaines parlent d'une diplomatie qui navigue à vue, une diplomatie qui manque de force. On l'a vu encore actuellement au niveau du Proche-Orient. Est-ce que l'Algérie avait vraiment les forces pour faire pression auprès des États-Unis? En tout cas, les Émiratis, on en parle maintenant depuis plusieurs semaines. Commencé par Nahar TV qui avait donné une information, limogeage du ministre à l'époque de la communication. Le pouvoir algérien donc qui avait directement démenti, et Nahar avait retiré cette information. Et puis derrière, à deux reprises, c'est El Khabab donc qui a mené des accusations donc contre les Émiratis. Le pouvoir algérien ne s'est pas exprimé. Voilà, donc là on s'est longuement posé cette question un peu, qui décide quoi? Faut-il passer par un média? Pourquoi est-ce que le régime algérien ne répond pas en disant mais nous on est loin de tout ça. Vous étiez exprimés tous les deux, mais l'actualité c'est que le Premier ministre Nadir Al-Abaoui a reçu un appel téléphonique du vice-premier ministre des Émiratis, donc Unis, c'est le Cheikh Mansour bin Zayed, qui l'a chargé de transmettre les salutations et celles de son frère, notamment donc son frère le Cheikh Mohammed bin Zayed, au président Abdelmajid Tebboune. Vous les avez à l'antenne. Merci l'équipe, et souhaitant aussi à l'Algérie, au peuple algérien, davantage de progrès et de prospérité. C'est très bien, et les félicitations notamment au Premier ministre pour son arrivée. Kamel Mortefi, alors comment on n'y comprend plus rien. D'un côté, la presse attaque, le pouvoir réagit, le pouvoir ne réagit plus. Un Premier ministre, les Émiratis, qui félicite l'Algérie. Avoir un peu votre analyse dans cette diplomatie où on a du mal à s'y retrouver, peut-être. Il faut juste tenir compte de certains points pour comprendre toute cette scène qui échappe des fois à la compréhension. C'est que
l'économie des Émiratis, elle est beaucoup dépendante de l'intelligence israélienne. Donc, sur le plan économique, sur le plan technologique, donc ils s'appuient beaucoup ils ont beaucoup investi avec les Israéliens dans leur économie. Donc, les Émiratis jouent le rôle d'intermédiaire pour le compte des Israéliens dans le monde, dans les pays hostiles à l'Israël qui défendent la cause palestinienne. Ils ont fait des démarches, ils l'ont fait aussi auprès de l'Algérie, et le pouvoir algérien il est en bon terme avec les Émiratis, il n'est pas en guerre, mais ces attaques médiatiques, ces coups médiatiques, justement, ça vient des courants anti-normalisation avec Israël qui dénoncent le rapprochement, qui essayent dans le rôle joué par les Émiratis pour ramener l'Algérie à se rapprocher d'Israël, comme il l'a fait avec le Maroc. Pardon ? Qui sont assez courants, parce que ce qui est vrai, que l'incohérence que nous avons ici, c'est qu'au départ la diplomatie algérienne qui fait un démenti, et Nahar retire son article en pleine nuit, le limogeage d'un ministre, il était 1h du matin, je crois, c'est pour vous dire comme quoi peut-être réaction pas disproportionnée, et puis derrière El Chabad qui attaque à 2 reprises. Le président algérien ne réagit pas, enfin personne ne réagit, et puis là le premier pas vient des Émiratis. Donc quand vous dites cela vient d'un courant, c'est clanique, c'est à l'intérieur du pays, c'est des ordres qui sont donnés à cette presse peut-être pour faire déstabiliser le pouvoir en place actuel. Oui, le courant islamo-conservateur en Algérie est un courant qui est traditionnellement attaché aux valeurs boumedianistes, aux valeurs défendues par la Ligue arabe, par le panarabisme et tout ça. Donc, et aussi, ils font de la question palestinienne un fonds de commerce. Donc, si l'Algérie aujourd'hui se rapproche sur le plan économique de manière aussi découverte avec Israël, ça serait peut-être un moyen de décevoir leur base sociale. Il ne faut pas oublier, durant les années, juste je vais faire entre parenthèses, durant les événements de 2001 en Kabylie, vous savez que les jeunes brandissaient les bombes lacrymogènes Made in Israël. Donc, le produit israélien se retrouve en Algérie. L'Algérie fait du commerce avec les Israéliens d'une manière ou d'une autre, que ce soit via les intermédiaires comme les Émiratis arabes et tout ça. Des relations économiques existent, des logiciels d'espionnage et tout ça existent. On les utilise en Algérie. Mais une façade anti-israélienne, elle est obligatoire parce que nous avons formaté le peuple sur la question palestinienne à dire que nous sommes contre l'État israélien, et donc la présence des Émiratis, elle porte atteinte à cette image-là. C'est pour ça qu'il faut l'éloigner au maximum à travers des attaques médiatiques. C'est ce jeu de ping-pong, et nous renseigne sur justement cet événement-là. Donc le rapprochement que tentent de faire les Émiratis face aux Israéliens. Voilà, c'est ma lecture. Gamal Abina, le rapprochement là des Émiratis, coup de fil au nouveau Premier ministre, félicitations au président algérien. Avec vous aviez participé déjà un peu à ce que je viens de citer, hein, la presse qui attaque, le limogeage, etc. Comment vous exprimez un peu, selon vous, quels mots vous mettez un peu sur ce coup de téléphone, et voilà, comment vous expliquez un peu ce nouveau rapprochement? Ça s'est apaisé, ça va mieux? Alors, je pense que le rapport des Émiratis se réduit pas seulement à la question israélienne, ce serait trop facile. Les Émirats arabes unis soutiennent le Maroc dans le Sahara occidental, ils soutiennent l'opposition à Tripoli, donc ils soutiennent le maréchal Haftar qui a menacé l'Algérie. Ils soutiennent parfois des ennemis de l'Algérie, d'autres fois ils soutiennent l'Algérie dans des investissements directs comme l'usine par exemple de fabrication de véhicules militaires, ou dans d'autres usines par exemple de métallurgie et autres. Donc les Émirats arabes unis font des investissements en Algérie, ont des relations économiques très soutenues, et ils ne se sont jamais cachés, sont en concurrence avec le Qatar que l'Algérie a soutenu aussi. Donc il y a des jeux un petit peu d'alliance et de mésalliance, mais je dirais pas que la question israélienne soit déterminante. Je suis pas vraiment d'accord sur l'idée que Israël dirige les Émirats, ou qu'elle serait soi-disant en train de travailler avec les Émirats pour le développement économique. C'est pas vrai. On doit ça à Cher Zayed, qui était un homme éclairé. Les Émirats travaillent beaucoup avec les Anglais, surtout c'est eux qui tiennent le haut du pavé là-bas, et ont des intérêts avec Israël, puis ils ont signé les accords d'Abraham parce qu'ils ont 20% dans le gaz qu'on appelle la grande réserve, l'immense gisement de gaz
base Léviathan qui se trouve au large de la Palestine. Donc les Émirats arabes unis travaillent pour leur intérêt financier avant toute chose. Ils se positionnent politiquement, mais c'est surtout un acteur financier qui préserve ses intérêts. L'Algérie a des intérêts communs avec les Émirats arabes unis, et lorsqu'un journal, et là je suis d'accord, qui serait proche des islamo-conservateurs ou des nationalistes algériens, veut un petit peu savonner la planche des Émirats arabes unis pour mettre un peu la pagaille parce qu'ils n'aiment pas les Émirats, eh bien rapidement le gouvernement corrige le tir, parce que l'intérêt de l'Algérie n'est pas de se froisser avec un pays arabe quel qu'il soit. Je donne un exemple concret. En 2011, les Qataris ont dit au président Bouteflika à l'époque, si vous jouez les malins, ce sera vous les prochains sur la liste. Eh bien, ça n'a pas empêché l'Algérie de sauver le Qatar d'une attaque qui était prévue et surtout les soutenir économiquement quand le Conseil de coopération du Golfe s'apprêtait à les attaquer. Donc, c'est des rapports d'alliance, mais l'intérêt des deux pays, clairement convergent, il est économique. Politiquement, on ne partage rien avec les Émirats arabes unis. C'est objectivement des soutiens de la cause israélienne quand l'Algérie soutient la Palestine. Et là où je ne serais pas d'accord sur un dernier point, je trouve que c'est un peu dur de dire qu'on a formaté, d'ailleurs je suis étonné qu'Amel dise ça parce qu'il n'est pas dans cette logique-là, formaté le cerveau des Algériens sur la question palestinienne. Les Algériens sont habités par la question palestinienne parce que nous avons été agressés par le colonialisme et que la Palestine est une question coloniale. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin du gouvernement pour nous dire qu'il faut être palestinien. Les Algériens l'ont dans le cœur. Les rares qui disent le contraire, on les connaît, c'est juste de façon opportune, mais en règle générale, l'injustice qu'on a connue en Algérie très longtemps, même durant l'après-révolution, cette injustice, on ne l'accepte pas pour nos frères palestiniens, tout comme on ne l'accepte pas en Algérie. Donc ça, ces questions-là, il n'y a pas besoin de les pousser les Algériens pour être pro-palestiniens, ils sont pro-palestiniens et ils seront toujours. Merci à tous les deux. C'est vrai que la question qu'on s'est posée encore cette semaine, on a compris d'ailleurs que même le pouvoir algérien, le peuple algérien soutient la Palestine, mais c'était ça. Comprendre surtout cette diplomatie algérienne, en quoi elle est puissante, en quoi elle peut encore faire pression auprès notamment de certains pays comme les États-Unis. En a-t-elle vraiment la force? Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est une diplomatie plutôt très très timide. Merci. Dernier mot, 30 secondes, Kamel Mortefi, vraiment. Je vais juste reprendre sur le point du formatage. Le formatage, c'est la surinstrumentalisation de la cause palestinienne qui est utilisée par le peuple. C'est un fait indéniable. Le pouvoir algérien et le Coran arabo-islamique en Algérie, il instrumentalise la cause palestinienne, pas pour le compte des Palestiniens, mais pour le compte du système. Donc c'est juste ça que je voulais dire. Mais l'Algérien, il est autonome, il tient à cœur aux libertés d'autodétermination des autres pays. Donc c'est un fait indéniable. Juste ça. Pour un éclaircissement, c'est tout. Merci infiniment. Merci Kamel Mortefi du Canada, militant politique, analyste politique spécialisé questions internationales. Gamal Abina, merci pour votre fidélité. L'équipe en régime, merci infiniment. Puis avant de vous quitter, vraiment, il faut être présent, mais on a vraiment encore une fois ce soir une très grosse pensée pour notre frère ami Athman Sabeg. Voilà, vous le connaissez, il est au sein de la rédaction, encore une fois, vraiment à mon nom personnel, mais au nom de la direction et aux dirigeants de la chaîne, des équipes techniques aussi qui sont dans l'ombre, de tous les collègues qui ne sont pas spécialement à l'antenne aujourd'hui et demain, on exprime vraiment notre soutien, beaucoup de courage. Je ne sais pas si vraiment il y a des mots mais en tout cas on est fort à tes côtés avec ta famille, cher Athman. Bonne soirée à tous. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver Nasser Judy pour Microscope. Bonne soirée, merci.